Il y a beaucoup de dossiers en cours chez Tourisme Charlevoix. Ça brasse. On reçoit ce matin Michel Dion. Bon matin. Bon matin, bonne année. Bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout d'abord, pour commencer, cette semaine, vous annonciez en grande pompe une modernisation, restructuration stratégique de votre organisation. En quoi ça va consister à l'interne? Ben, je vais essayer de faire ça quand même simple. Je pense qu'on est rendu une organisation quand même de certaine taille avec un budget d'environ 7 millions par année. Ouais. Puis là, on avait une structure qui était très, je vais dire, horizontale, c'est-à-dire que toute la gestion reposait un peu sur, je vais dire, deux directions. Puis ça nécessitait quand même un certain acrobatisme de gérer à la fois les ressources humaines, mais aussi tous les dossiers de développement stratégique et tout. Donc, on a décidé de créer une nouvelle catégorie de gestionnaires qui seront responsables de leur équipe, donc gestionnaires de l'accueil, du développement, de la promotion, mais aussi gestionnaires des ressources humaines pour vraiment bien structurer la fonction RH, je peux dire, de notre organisation. Puis ça va nous permettre justement, moi et ma collègue Michel, d'être plus en développement stratégique de l'organisation, plus au fait des tendances qui est à venir, comment on peut mieux répondre aux besoins de l'industrie et tout. Donc, vous déléguez une partie de vos responsabilités plus bas, là. Exactement. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a des ressources de très, très grande qualité. Puis là, on veut leur donner plus d'autonomie. Fait qu'on a créé, si je peux dire, des postes qu'on appelle de conseillers. Puis ils ont tellement de belle expertise, mais maintenant, il faut leur donner l'autonomie dans leurs tâches pour nous amener plus loin. Pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Exactement. Fait que ça fait partie justement des organisations. Puis là, ben en fait, on avait 5 postes qui étaient vacants un peu, qu'on veut combler maintenant. Oui, parlons-en. Modernisation veut dire aussi que vous allez embaucher de nouvelles personnes. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement des créations de nouveaux postes parce qu'on avait plusieurs postes qui étaient vacants. Déjà. Donc, c'est des fois pour combler. Mais tu sais, je prends par exemple marketing numérique. Ben, on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'ère moderne. Ouais. Donc, si on veut s'adapter, gestionnaire de l'accueil, il y a plein de beaux défis à venir. Donc, bref, je pense que ça va vraiment faire son sens pour nous. Autre dossier qu'on a suivi dans les derniers mois, le train de Charlevoix a annoncé tout juste avant les fêtes sa fermeture, fin des services. Vous êtes sorti publiquement, on va faire un retour avec vous. Qu'est-ce que vous avez dit, là, que vous ne soutenez pas financièrement ce type de projet-là? Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on s'est mobilisés depuis le début parce que la réalité, c'est qu'on voulait que le train survive. C'est un produit extrêmement important pour nous. C'est un produit de calibre international. Puis ça. C'est juste que là où il y a eu je peux dire, un enjeu, c'est que la demande du train de Charlevoix était beaucoup sur subventionner le fonctionnement. Et vous ne subventionnez pas le fonctionnement. Exactement. Donc, nous, la nature de nos organisations, c'est qu'on peut subventionner des projets. Fait que, par exemple, des projets du train de Charlevoix ou des choses comme ça. On est là traditionnellement sur des choses comme ça. Mais de la subvention au fonctionnement, non. Puis c'est pour la simple et bonne raison que si on commence ça, je veux dire, il faudrait le faire pour les stations de ski, il faudrait le faire pour les croisières aux baleines, il faudrait le faire pour... donc, ça devient un peu un gouffre sans fin, si je peux dire. Comment ça a été reçu de l'autre partie? Ah, bien, c'est certain que ça n'a pas été bien reçu parce que pour eux, c'était une question, si je peux dire, de survie. Oui. Puis l'autre chose aussi, bien, dans toute cette histoire-là, c'est que c'était nécessaire pour les organisations, tu sais, les MRC, les municipalités, puis tout ça, de savoir c'était quoi le plan de match parce que ça fait déjà plusieurs années que le réseau Charlevoix demande, si je peux dire, des subventions au fonctionnement. Oui. Mais je pense que les partis étaient à se demander c'est quand un peu la fin de tout ça et tout. Donc, il y a un plan de redressement qui était demandé pour savoir jusqu'à on aurait une certaine autonomie financière. Puis Réseau Charlevoix, c'était peut-être une partie qui n'était pas nécessairement prêt à aller. Fait que je veux dire, ça fait partie des raisons là, pour lesquelles, malheureusement, on n'est pas arrivé à une entente. Une entente. Bien, vous avez parlé de Réseau Charlevoix. Vous êtes également membre du conseil d'administration du Sentier de la Rive. Oui. Les promoteurs du Sentier de la Rive avaient bon espoir en ce projet parce qu'on était prêts, en quelque sorte, des opérateurs du chemin de fer. Maintenant, l'opérateur est beaucoup plus loin. Oui. Est-ce qu'on peut poser la question, le Sentier de la Rive, c'est rêve ou réalité maintenant? Bien, je pense que c'est ça a toujours été un peu rêve, je peux dire en quelque sorte, parce que la façon que moi je fonctionne, c'est tant qu'il n'y a pas le financement, ça reste un rêve, puis on n'est pas nécessairement dans la réalité. Ouais. Je pense qu'il est intéressant du projet qu'on avait avant, c'est qu'il y avait toujours eu ce débat-là dans la région où c'était le train ou la piste cyclable, puis là on est arrivé enfin à quelque chose où on pouvait aspirer à ce qu'il y ait les deux.
Là, c'est sûr que le changement de main, si je peux dire, peut-être du chemin de fer, donc peut-être au CN ou peut-être au ministère des Transports, ça reste à confirmer, ces choses-là pourraient compliquer la chose pour le projet du Sentier de la Rive. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. Projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, on a suivi le dossier au cours des derniers mois. On a assisté de notre côté aux séances de consultation publique à plusieurs reprises. Les promoteurs ont fait état des évaluations environnementales qu'ils ont réalisées de leur côté. De notre côté, ce qu'on s'est rendu compte, c'est est-ce que les acteurs de l'industrie touristique ont été consultés? Côté des promoteurs, plus ou moins de réponses, je dois vous avouer honnêtement. Je vous pose la question honnêtement ce matin, Mitchell, chez Tourisme Charlevoix, avez-vous été consulté pour ce projet éolien-là? Oui, on a été consulté à plus d'une reprise, je dirais. Là. Ça remonte quand même déjà à presque 1 an et demi, peut-être 2 ans, la première fois qu'on a eu des contacts avec eux. On a encore eu avec eux récemment. Je peux dire que la communication, si je peux dire, avec les promoteurs est de loin, je peux dire, de qualité comparée, par exemple, à d'autres projets. Je prends la mine à Saint-Urbain, IOB, puis tout ça. Et aucune communication. Aucune communication, puis tout ça. Mais du côté du projet éolien, là, je peux dire, il y a eu quand même beaucoup de transparence de leur côté là, envers nous. C'est quoi le son de cloche que vous entendez de vos membres, des acteurs de l'industrie touristique par rapport à ce projet éolien-là? Est-ce qu'ils ont peur pour l'avenir du tourisme dans Charlevoix? Je dirais que non. En toute transparence, on n'a pas eu grands échos de la part des entreprises sur ce projet-là. Nous, on s'est surtout intéressé, si je peux dire, à ce que l'analyse que faisait du projet la MRC de Charlevoix et aussi la région de la Biosphère. Puis ce qu'on a entendu, c'est que par rapport à ce qui avait été demandé par ces deux organisations-là, les promoteurs ont fait beaucoup d'efforts en ce sens pour se plier, si je peux dire, aux exigences puis aux requêtes là, de la MRC de Charlevoix puis de la région de la Biosphère. Donc, dans ce sens-là, nous, on voyait ça avec positivisme, qu'il y ait cette relation-là, si je peux dire, de collaboration. On a évidemment une préoccupation pour l'impact visuel. Oui. De ce qu'on nous a montré comme maquette, si je peux dire, c'était un impact visuel qui était quand même modeste, si je peux dire. Oui. Mais ce sera un dossier à surveiller encore une fois. Donc, mi-figue, mi-raisin, on peut qualifier ça ainsi. Votre position? Bien, notre position jusqu'à date, je dirais, est quand même pas positive parce qu'on suit un peu, si je peux dire, la MRC de Charlevoix puis la région de la Biosphère puis tout ça. Mais comme on a déjà signifié aux gens du projet éolien, si jamais il y avait à avoir de l'eau dans le gaz un peu avec ces partenariats-là, ou si nous, on voyait que l'impact visuel était beaucoup plus grand que ce qui nous a initialement été montré, bien là, c'est sûr qu'on pourrait se ramasser un peu plus en opposition. Je terminerai en parlant du plan montagne. Cet automne, avant les fêtes, vous avez annoncé les premières entreprises qui vont être soutenues financièrement par Tourisme Charlevoix. Bien, tout d'abord, faisons un petit rappel de en quoi consiste le plan montagne et parlez-nous de ces entreprises-là. Le plan montagne, c'est un projet en partenariat avec le ministère du Tourisme. Ça vise à créer des écosystèmes montagnards qui sont plus durables, plus unis, puis tout ça. Donc, on touche à l'adaptation au changement climatique, on touche au tourisme durable, le virage 4 saisons. C'est quand même assez complexe. Mais on a pu soutenir quand même 4 projets dans le premier appel à projet. Ça représente quand même 361 000 d'investissement. Oui. Il y avait la station trail au Mont-Grand-Fond qui avait déjà été annoncée. Donc, on va être la première station trail, si je peux dire, en Amérique du Nord. Puis après ça, autre chose, bien, il va y avoir la région de la Biosphère qui va faire une carte des valeurs un peu écosystémiques pour outiller les décideurs touristiques quand ils veulent faire un projet. Bien, ils se retrouvent sur un territoire, si je peux dire, qui a quelle valeur, à quoi ils doivent faire attention et tout. Oui, parce que vous soutenez la région de la Biosphère, mais qui n'est pas nécessairement dans le tourisme comme première mission. Là. Exactement. Puis ensuite, on a un projet de GEIP, rencontre avec le territoire. Le but, en fait, c'est d'offrir, si je peux dire, des activités touristiques, mais en entreprise, pour sensibiliser un peu au territoire, à faire attention à notre milieu, puis tous ces éléments-là. Puis finalement aussi, on a le projet de Sentier Québec Charlevoix, qui est un projet qui vise à créer un parc régional linéaire là, sur le territoire, si je peux dire, du parc. Puis là, c'était tout le volet, si je peux dire, là, de la concertation, toute la préparation du projet et tout. Donc, voilà. Des beaux projets à venir, mais il reste encore une enveloppe pour le plan montagne. Oui.
Vous allez annoncer bientôt d'autres entreprises qui pourraient Bien être là, en subventionnées? fait, on est l'appel à projet est terminé. Donc là, on est en analyse des projets. OK. Au mois de février, il y aura le comité de gestion là, pour décider quelles sommes on attribue et tout. Donc, j'aurais tendance à penser que quelque part en mars ou début avril, on devrait être en mesure peut-être d'annoncer les autres projets qui ont été soutenus. Merci, Michel Dion, d'avoir fait le point avec nous sur ces différents dossiers ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Charlevoix est une région qui semble de plus en plus prisée par de nombreux Québécois et Québécoises qui viennent s'installer, qui viennent de partout à travers la province. Et les effets de cette réalité-là se font sentir, semble-t-il, sur le marché immobilier. Les prix sont à la hausse depuis quelques années, un peu partout à travers Charlevoix. Et puis aujourd'hui, on reçoit un expert en spéculation foncière et en finances publiques locales qui va nous donner quelques mots sur les réalités territoriales dans Charlevoix. J'accueille M. Pierre Giamel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je vais commencer l'entrevue, M. Hamel, en vous donnant un exemple d'un cas particulier qu'on vit ici à Baie-Saint-Paul, un secteur très prisé de la ville qui se nomme le secteur de Cap-aux-Corbeaux. Et tout récemment, il y a quelques semaines, de grandes propriétés foncières ont été mises en vente à des coûts astronomiques de 15 millions de dollars dans un cas et à 10 millions de dollars dans un autre cas. Ce sont des prix qu'on n'avait jamais vus auparavant ici dans Charlevoix pour des propriétés de cette taille-là. Je commencerai en vous demandant de définir la spéculation foncière et de me dire, est-ce que dans ces cas précis-là, on peut dire que la spéculation foncière s'applique à ça? La dernière partie de votre question, la réponse est non. On ne peut pas dire ce cas-là précis, c'est un cas de spéculation foncière. La spéculation, là, c'est entre les deux oreilles. Hein. OK. Ça dépend de qu'est-ce que la personne anticipe. Hein. La OK. spéculation, quand vous achetez des petits pois, puis que vous avez l'impression de faire une bonne affaire en prenant 3 conserves parce que cette semaine, c'est moins cher, c'est de la spéculation. Parce que vous faites le pari que la semaine prochaine, ça va être le prix va augmenter. La spéculation, c'est de l'anticipation. Est-ce que c'est une mauvaise chose, de la spéculation? Non, on en fait tous, hein, de la spéculation, hein, parce qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu. Bon. Et puis, la spéculation, c'est ça, c'est le tout premier mandat que j'ai eu à faire en arrivant à l'INRS, ou le deuxième, Oui. c'était sur la spéculation foncière. Et c'était la Ville de Montréal, c'était M. Feinstadt, qui était président du comité exécutif, qui lui disait, dans les années 80, la spéculation fait bondir les prix. À la limite, trouvez-moi les spéculateurs, puis on les aligne sur un mur, puis bon, voilà, on les canarde. C'est pas si simple que ça d'identifier les spéculateurs. Parce qu'il faut démontrer, en fait, qu'il y a vraiment une volonté de faire une marge de profit très importante. C'est bien ça? Une intention. Quand la seule intention, c'est de faire de l'argent, c'est ça la spéculation. Hein? Parce que quelqu'un qui achète une maison pour se loger, puis qui la revend après 20 ans en faisant un gros bénéfice, est-ce qu'il a fait de la spéculation? Ben oui, puis non. Difficile à démontrer, oui. Il s'est logé, cette personne-là, il s'est logé. Il a acheté à cet endroit-là précis en se disant, je fais une bonne affaire, puis je pense que je ne vais pas trop perdre d'argent là-dessus. Et quand il décide de se retirer, ben mon Dieu, est-ce qu'il vient de faire la spéculation? Non, ben je veux dire, il est parti à sa retraite. Puis c'est son fonds de pension qui vient d'encaisser. On va faire ça autrement. Si les prix s'effondraient, une façon de lutter contre la spéculation, c'est de devenir Détroit. Hein? La ville de Détroit. Les prix s'effondrent. Plus personne ne va aller là. Puis les maisons sont démolies, hein, littéralement. Hein? On démolit les maisons où ça passe au feu. Bon. Et puis on retourne, on fait du gazon, puis on fait de la culture. Puis... Est-ce que c'est une bonne chose? Ben non. Hein?
c'est pas la situation de Baie-Saint-Paul, hein, ou dans Charlevoix. Vous êtes justement un peu victime de votre succès. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui, c'est une mauvaise chose, parce que... Pour le contribuable ou le commun des mortels, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, dans le cas de spéculation foncière, un impact direct sur l'augmentation du prix des propriétés? Non. Ben, c'est-à-dire que si le voisin d'à côté, vous avez acheté à 100, le voisin d'à côté vend à 120, ben c'est sûr que l'évaluateur municipal va dire, ben écoutez, vous habitez un truc qui vaut 120, parce qu'à côté, ça s'est vendu 120, puis c'est pareil. Oui. C'est sûr que si les prix augmentent sur le territoire, ça va avoir comme effet. Bon. Sauf que, pardon, si tous les prix augmentent en même temps, ben, ça va faire zéro différence sur le compte de taxes. Hein? Parce que le compte de taxes est réparti en fonction de l'assiette fiscale. Si toute l'assiette fiscale augmente, ben, c'est une bonne chose parce que bon, les gens qui sont là depuis longtemps voient leur maison qui valait 100, qui vaut maintenant 120, ils sont heureux. Oui. Est-ce qu'ils vont payer plus de taxes? Non. Ils vont payer. Si tout le monde augmente en même temps, c'est jamais le cas, hein, parce qu'il y en a qui augmentent beaucoup plus que d'autres. Puis, bon, là, dans le cas dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, tout le monde augmente, ça c'est sûr. Mais il y en a qui augmentent beaucoup plus. Ceux qui augmentent beaucoup plus, eux autres vont payer un peu plus de taxes, mais il y en a d'autres dont la valeur de la propriété augmente. Ils vont se trouver à payer moins de taxes parce que leur augmentation est plus légère, moins rapide. Est-ce qu'il y a des cas de municipalités qui décident de réglementer pour encadrer la spéculation foncière au Québec ou à l'étranger? Et si oui ou non, est-ce qu'elles ont intérêt à le faire? Faire quoi? Encadrer... Ben, je sais, mais on ferait quoi? Il n'y en a pas de solution. Il n'y en a pas de solution. Une façon de couper le coût à la spéculation, c'est d'augmenter de beaucoup l'offre. Si, mettons, demain matin, tout le territoire zoné agricole dans la municipalité de Baie-Saint-Paul était constructible, demain matin, ça ferait baisser les prix. Parce que si vous augmentez beaucoup l'offre, ça va faire baisser les prix. Et plus que ça, ça va avoir beaucoup moins de gueule. Hein? Le village va être plus moche. Oui. Et si le village est plus moche, ben là, il y aura moins de monde qui va vouloir s'installer, donc les prix vont baisser. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Pas sûr. Je crois pas, non. Justement, donc, ce que vous dites, c'est qu'en ce qui concerne la loi, les règlements municipaux qui sont adoptés, il n'y a pas vraiment intérêt et il n'y a pas nécessairement de lois qui peuvent être adoptées pour encadrer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, il y a un certain nombre de choses quand même. Vous pouvez, mais là, ça ne dépend pas de la municipalité, ça dépendrait probablement du Québec. Le Québec pourrait interdire à un non-résident, quelqu'un qui n'est pas résident du Québec, d'acheter une maison dans Charlevoix. Okay. Mais vous voyez, en même temps, c'est plus compliqué parce que quelqu'un, mettons, un immigrant, qui décide d'aller s'installer dans Charlevoix, comment est-ce que tu fais? Alors, l'instant d'avant, il n'est pas résident du Québec. Il veut immigrer. Alors, vous voyez, donc, ça obligerait à faire un petit... Bon. Mais déjà, ça pourrait éliminer un certain nombre de choses. Ce qu'on voudrait éviter, par exemple, c'est que qu'il y ait des Ontariens, des Américains qui viendraient acheter des terrains puis des maisons en Charlevoix, les laisser vides pendant 50 semaines sur 52, qui viendraient passer 2 semaines de vacances dans leur beau chalet. Ça, c'est à éviter. Ça fait augmenter les prix. Ça, c'est scandaleux parce que ça gèle du terrain, ça gèle des maisons. Ça fait en sorte que c'est pas des espaces pour loger ni des travailleurs, ni des étudiants, pas des gens ça ne sera pas des gens de la... Bon, ça, on veut éviter ça. On peut à ce moment-là limiter l'arrivée des étrangers, mais vous voyez, on voudrait aussi, on voudrait éviter que des gens de Montréal ou du Québec s'achètent des chalets comme ça dans Charlevoix. Hein? Oui, on veut qu'ils viennent, résidence secondaire. On veut qu'ils viennent comme touristes. Ça, c'est correct. On veut qu'ils viennent passer 2 semaines, mais qu'ils gèlent une maison pendant 50 semaines qui va être vide pendant 50 semaines sur 52, ça, on veut pas ça. Est-ce qu'il existe des réglementations possibles pour ça? Non.
on entend parler dans certains cas de limiter le type d'habitation. Donc, par exemple, limiter les Airbnb, les habitations qui sont locatives pour générer du profit. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible? Ça, c'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est comme pour les porcheries. Ça, c'est un beau truc. Vous voulez limiter la hausse des prix à Baie-Saint-Paul? Installez une porcherie. Je vous garantis, ça marche. Ça marche. Bon. Non, mais vous voulez des solutions, en voilà une. Bon, mais alors, vous pouvez, ce que je voulais dire, c'est que vous ne pouvez pas interdire les porcheries. Vous ne pouvez pas interdire les Airbnb. Dans le système dans lequel on est. C'est ça. Alors, vous pouvez dire, les Airbnb puis les porcheries, ça va être dans tel secteur, tel coin de rue, voilà, et pas ailleurs. À Montréal, par exemple, dans Rosemont, ils ont décidé que les Airbnb, c'était possible sur les appartements, en haut des commerces de la Plaza Saint-Hubert. OK. Ailleurs, c'est pas permis. Il y en a, hein, mais c'est illégal. Alors, vous pouvez donc, dans le système québécois, vous ne pouvez pas interdire. Vous pouvez orienter. Vous pouvez limiter. Mais vous ne pouvez pas interdire. Rappelez-vous ma suggestion des porcheries, là. Je vous jure, ça marche. Ça marche. Mais sur ça, je vous remercie, M. Pierre JML, d'avoir fait le point avec nous sur ce dossier. Et puis, je vous souhaite bonne continuité. Au plaisir. Merci. L'Association touristique régionale Tourisme Charlevoix s'est lancée dans l'obtention d'une certification en développement durable. En 2024, la certification Biosphère. Et pour ce faire, on reçoit aujourd'hui deux invités qui viennent nous en parler. Monsieur Guy Rousset, vous êtes président de l'hôtel Cap-aux-Pierres. Bon matin. Bon matin. Monsieur Johan Combe, vous êtes gestionnaire à la CEPAC et vous avez travaillé comme maître d'hôtel au Parc de la Chute Montmorency à Québec. Bon matin. Bonjour, bon matin. Je vais commencer avec vous, Monsieur Combe. Mais tout d'abord, question très simple. Qu'est-ce que la certification Biosphère? Qu'est-ce que ça veut dire, une certification en développement durable? Ça fait quelques années que les industries touristiques se questionnent par rapport à l'impact du tourisme en général sur l'environnement, sur les communautés. Et la certification Biosphère, en fait, elle cherche à répondre à ces enjeux-là en simplifiant une démarche de développement durable. C'est souvent une question difficile pour les entreprises qui manquent de moyens, de ressources, d'avoir l'outil préférentiel pour commencer une telle démarche. Et c'est dans cet esprit-là que la certification Biosphère a été élaborée. Est-ce que c'est une certification qui est récente? On parle d'une certification qui date des années 2000, 1990? En fait, la première grande convention, elle s'est établie en 1995. On a commencé à parler de tourisme durable dans ces années-là. Et l'outil en tant que tel, certification Biosphère, il a commencé à être élaboré juste après, en 1997. Mais il faut vraiment attendre 2015 et les objectifs de développement durable de l'ONU pour que l'outil qu'on connaît en ce moment, qui est basé sur ces principes-là, s'établisse et se diffuse en fait au niveau international. Et c'est justement, là, au niveau international, c'est un comité organisateur, un conseil d'administration qui gère cette certification-là? C'est quand même très sérieux. C'est un institut, en fait, reconnu qui est basé aux îles Canaries, l'Institut de tourisme responsable, qui, lui, est chargé de manière scientifique là, de suivre, d'élaborer, d'auditer les entreprises qui présentent leur projet de certification Biosphère. Entreprises de partout dans le monde, sur tous les continents? Oui, alors il y a quand même, dans l'historique, là, il y a quand même eu un démarrage dans les pays hispanophones. Donc, on voit très bien là, sur la carte mondiale des entreprises certifiées que l'Espagne, le Portugal, les îles Canaries, Madère sont très représentés en nombre d'entreprises. Mais il y a eu un élargissement, une version francophone en Colombie-Britannique, il y a déjà une dizaine d'années, et la version donc anglophone, pardon, la version francophone, elle, qui a démarré dans les années 2020-2021 par un projet pilote ici au Québec. OK. Et puis, je vous demanderais maintenant, M. Rousset, vous vous êtes associé avec Tourisme Charlevoix pour faire reconnaître l'établissement touristique de l'hôtel Cap-aux-Pierres « avec cette certification-là. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette démarche-là?
Parce que, à l'origine, j'ai une mémoire et une expérience du développement durable à l'intérieur d'autres organisations depuis plus de 25 ans. Oui. Et l'hôtel Cap-aux-Pierres est dans un écosystème très particulier qui est l'île aux Coudres, qui est une île protégée à bien des égards. Et donc, s'inscrire, nous, en tant que principal établissement hôtelier de l'île aux Coudres dans cette démarche de la biosphère, c'était pour nous un geste totalement naturel dans l'environnement dans lequel on se trouve, qui est un environnement protégé, qui vient d'être d'ailleurs inclus dans le parc marin, hein, puisque le parc marin qui concernait la baie de Tadoussac, essentiellement, et le fjord du Saguenay. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, maintenant, va jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, on fait partie maintenant de cet écosystème du parc marin. Et pour nous, c'était donc une suite logique de s'impliquer dans ce projet. En quelque sorte, cette certification-là, c'est une reconnaissance pour votre établissement hôtelier, mais concrètement, qu'est-ce que vous devez apporter comme changement au sein de l'établissement pour bénéficier de la certification en développement durable? Est-ce qu'il y a des changements en lien avec l'alimentation, la literie dans l'hôtel? Parlez-moi un peu plus. D'abord, on a misé sur les forces et les critères que nous avions déjà à l'intérieur du processus de la labellisation. Okay. Par exemple, ça fait plusieurs années, depuis 2016, que nous nous sommes inscrits dans une démarche de circuit court. Circuit court, ça veut dire que 80% de notre menu dans la salle à manger et l'approvisionnement donc vient de circuits courts, c'est-à-dire des producteurs locaux et régionaux de la région de Charlevoix essentiellement, jusqu'à la région de Québec pour certains, mais essentiellement la région de Charlevoix. Donc, c'est une première étape de démarche de circuit court qui est un critère de labellisation important. Le deuxième, on a l'hôtel Cap-aux-Pierres est situé sur un terrain qui a 56 hectares, dont 54 hectares de forêt. Donc, il y a 1 hectare d'éléments autour de la villégiature de l'hôtel. Et on a, nous, en tant qu'hôteliers, derrière l'hôtel, toute la forêt qui s'en va de l'autre côté de l'île aux Coudres. Et donc, au lieu de développer ça, d'urbaniser ça, on a décidé de le transformer en circuit de pédestres, circuit de vélo. Et on a 3 lacs à l'intérieur de ce circuit-là. Donc, on développe notre forêt comme un élément de développement durable qui est attaché à l'hôtel. Donc, voilà 2 exemples. Le troisième, et je vais finir là-dessus, on est autonome dans la production de notre eau. C'est-à-dire qu'on a 3 lacs, okay. On ne dépend pas de la municipalité. Et donc, on a un système de filtration nous-mêmes de notre propre eau. Donc, l'eau qui arrive sur les robinets, dans les robinets des chambres d'hôtel, c'est une eau qui vient de nos lacs, avec un système de filtration qui est suivi par le ministère de l'Environnement, pour lequel on envoie des tests toutes les semaines, etc., etc. Et ensuite, on a un système de filtration des eaux usées, qui est aussi reconnu par le ministère de l'Environnement, qui nous permet de rejeter dans le fleuve Saint-Laurent des eaux qui sont de bonne qualité. Donc, voilà 3 éléments sur lesquels on a misé au départ pour dire on a des éléments de force qui sont imbriqués dans les critères de la biodiversité et du développement durable. Il y aura sûrement d'autres modifications qui vont être apportées à votre établissement, je doute, au cours des prochaines années. À cet égard, vous êtes accompagné par Tourisme Charlevoix. C'est embryonnaire, vous me disiez un peu plus tôt, ça a commencé en 2024. Qu'est-ce que fait Tourisme Charlevoix dans ça? Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Ben, Tourisme Charlevoix, qui est le porteur du dossier, a demandé à des entreprises si elles étaient intéressées à adhérer. Nous, comme membres de Tourisme Charlevoix, on a dit qu'on était intéressés à adhérer sur la base des forces dont j'ai parlé. Et évidemment, avec Tourisme Charlevoix, on va analyser l'ensemble des critères, regarder, on a des forces, mais on a probablement et même certainement des faiblesses. Peut-être vous parliez du nettoyage des draps, nettoyage des... donc, on a déjà banni sur nos terrains, dans les parterres, tout ce qui est utilisation de pesticides. Okay. Mais par contre, on utilise des savons de nettoyage dans notre buanderie qui probablement mériteraient qu'on traite de façon différente. Écoutez, voilà, ce sont des éléments sur lesquels on va travailler. Et on veut aussi dans cette démarche,
aller vers cette espèce de mantra qui est comment concilier développement touristique et préservation de la biodiversité des écosystèmes. En d'autres termes, un client qui va arriver dans l'hôtel, on veut l'initier dans une démarche où il n'est pas seulement un client, mais il devient acteur de ce développement durable. Oui. Voilà, donc on va travailler avec Tourisme Charlevoix pour développer ces aspects qui nous permettraient d'avoir les critères pour devenir labellisé biodiversité. Oui, je voudrais rebondir sur ce que mon collègue dit. C'est super important c'est ce qui distingue la certification Biosphère peut-être d'autres certifications, c'est que comme elle est basée sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, le programme Horizon 2030, ça permet d'avoir une démarche qui est très inclusive sur l'ensemble des facteurs de durabilité d'un établissement touristique. Alors évidemment, on ne demande pas aux établissements touristiques, en fonction de leur taille, de faire des efforts sur l'intégralité des 169 cibles, c'est quand même beaucoup, mais on demande quand même que chaque établissement réfléchisse à son impact sur l'ensemble des 17. Donc, on peut faire une activité validée sur un objectif et c'est reconnu par la certification. Puis, je voulais dire qu'on est tous, en tant qu'établissement touristique, confrontés à plusieurs réalités opérationnelles qui parfois nous semblent un peu lourdes pour nous engager, mais ce que j'aimerais dire à mes collègues, c'est que le plus dur finalement, c'est de démarrer. On se rend compte qu'une grande partie de nos pratiques au Québec sont des pratiques qui sont tout à fait louables, qui s'inscrivent parfaitement dans la démarche. Puis ça permet aussi d'établir une démarche positive. C'est plus facile d'entraîner notre personnel, de collaborer avec nos partenaires aussi de la région, parce que c'est très important dans la démarche de Biosphère d'avoir ces collaborations-là. Puis enfin, sensibiliser les clients, parce que les clients, ils veulent choisir des établissements touristiques qui font une différence de plus en plus. Et Biosphère donne la possibilité à tous les établissements qui sont certifiés d'avoir une page publique sur Internet où, pas le détail évidemment de nos actions, mais un bon résumé des actions générales que chaque établissement certifié fait, on le retrouve sur le profil public de l'établissement. Donc, ce que vous me dites, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est à l'inverse de ce que certains critiques pourraient dire, c'est pas juste une reconnaissance marketing pour lever le drapeau et dire voici, nous, on se pente de développement durable, mais il n'y a pas vraiment d'action concrète lorsqu'on étudie la question sous la loupe qui sont prises. Là. C'est appliqué. Oh, effectivement, la reconnaissance marketing, elle va être le résultat d'efforts qui vont avoir été consentis pour se conformer aux différentes... les 160, c'est ça? 169 les cibles. 169 cibles qui sont comprises à l'intérieur des 17 priorités des Nations Unies, dans lesquelles on retrouve l'eau, l'énergie, gestion des matières résiduelles, le développement durable, la préservation des écosystèmes marins, des écosystèmes terrestres. Ouais. Voilà, donc on s'inscrit dans ces 17 objectifs. Il y en a pour lesquels au Québec on n'a pas d'enjeu. Par exemple, la faim, régler le problème de la faim, régler les problèmes. Voilà, donc. On est dans un certain nombre de critères. On pense qu'on a des éléments qui nous permettent d'initier, de participer à la démarche. Vous voyez, pour l'ODD Faim dans le monde, quand même, le soutien à un organisme communautaire qui distribue de la nourriture, ça fait partie des activités reconnues qui nous permettent quand même au Québec, là, d'avoir une action concrète. De lutter contre la faim dans le monde. Oui, exactement. Puis juste, si vous permettez, chaque activité doit être prouvée. C'est-à-dire que si on dit qu'on s'engage, par exemple, c'est l'exemple que je viens de donner, on distribue nos restes alimentaires à un organisme communautaire, on doit soumettre sur la plateforme Biosphère une preuve comme quoi, annuellement, on a versé à tel organisme telle quantité de nourriture. Et c'est ces preuves-là qui sont auditées, donc à peu près une fois par année. Nous, ça a été un peu plus long, donc 1 an et demi, ça a pris en 2 audits, pour qu'ensuite on soit certifié Biosphère. Je terminerai en vous demandant quels sont les délais maintenant pour l'hôtel Cap-aux-Pierres. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en 2025? Quand est-ce qu'on espère recevoir la certification avec Tourisme Charlevoix? On va rencontrer Tourisme Charlevoix pour voir quels sont les échéanciers de la démarche. Mais comme le dit mon collègue,
C'est un long processus, donc on ne s'attend pas en 2025 à pouvoir bénéficier de la labellisation, simplement d'avoir avancé dans une démarche où on a des feux verts pour continuer les étapes suivantes. Et donc on va travailler avec Tourisme Charlevoix sur quelles sont les étapes, les objectifs à atteindre dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, et avancer comme ça pour avoir le plus rapidement possible, pour être inscrit le plus rapidement possible comme étant une entreprise qui s'est inscrite réellement dans la démarche. De développement durable. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir fait le tour ce matin avec moi sur la certification en développement durable Biosphère. Et puis, je vous souhaite une belle continuité. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'entente culturelle de la ville de Baie-Saint-Paul, le carrefour Paul-Médéric a récemment été le théâtre d'une conférence portant sur les premiers peuples du Québec. La jonction des mots, se raconter et se rencontrer. L'événement visait à réfléchir aux relations entre les nations autochtones et québécoises. Bien, en fait, on a eu la chance de recevoir Sabrina Godbout, mon amie, ma collègue avec qui j'ai eu l'occasion de travailler depuis longtemps, qui venait en fait de nous parler un peu de sa perspective, son identité, son expérience en tant que jeune femme québécoise Wendat. On a parlé aussi des relations, beaucoup, les relations autochtones et allochtones. Puis on est super contents parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui, vraiment, j'ai été étonnée de la quantité de personnes. Puis c'est ça, moi, j'ai plus présenté, en fait, mes connaissances au niveau de la nation Huron-Wendat, tu sais, de plus parler de ce que je connais, puis pas parler au nom de l'ensemble des Premières Nations, mais vraiment parler de ma réalité à moi, de ce que j'ai vécu en tant que Wendat et québécoise, tu sais, ce chevauchement-là entre deux identités. Donc, puis vraiment un peu aborder un peu par la bande les stéréotypes puis comment on peut déconstruire ça. Là. Tu sais, dans le temps, là, début des années 1900, cowboy et indien, là, ça devient le gentil indien, puis là, on se bat contre eux autres, puis la croix de même. Le concept de la non-rencontre était au cœur de cette présentation. Moi, c'est un concept que je creuse beaucoup, je dirais, depuis que j'ai commencé la BD qui est devenue ma BD doctorale, si tu veux, parce qu'en fait, je pense que pour qu'il y ait une véritable rencontre, il faut qu'on ait l'occasion de se raconter et d'être écouté pour pouvoir discuter, entrer en relation. Puis, comme on disait, en fait, les Québécois, les Allochtones, les Canadiens et Français, on a eu amplement l'occasion de se raconter depuis les tout débuts de la colonisation, que ce soit à travers les politiques, que ce soit à travers la francisation, la christianisation, à travers les politiques, les écoles, les manuels scolaires, l'art, la culture, les médias. Mais les perspectives autochtones, bien, en fait, on les entend de plus en plus, mais historiquement, pratiquement pas. On les connaît pas. Puis je pense qu'on est en début de rencontre. Mais on peut parler d'une non-rencontre qui a été programmée aussi, qui a été, en fait, c'est pas un hasard, parce qu'on a voulu diviser ces peuples-là et réussir finalement à faire disparaître les cultures, les langues, puis pouvoir tout s'intégrer à l'intérieur finalement de la culture euro-canadienne principalement. Fait que je pense qu'on peut parler de non-rencontre, mais on peut parler de rencontre parce que les choses changent, les gens sont de plus en plus intéressés à en entendre parler. On l'a vu, on s'imaginait peut-être être 4 personnes. Ce soir, on était une 60aine. La question de comment les mécanismes systémiques... Les deux femmes ont été agréablement surprises de la réponse citoyenne. Tu sais, je l'ai vu ce soir, il y en a plein qui sont venus de « Hey, je vais aller en apprendre plus. » Tu sais, j'ai vu des gens prendre des photos, des ressources disponibles. Je trouvais ça vraiment beau de voir cette ouverture-là, puis de... Bien, mon parcours a comme semé une petite graine, puis là, ben, ça va peut-être fleurir pour aller à la rencontre des autres, tu sais. L'intérêt et le niveau de connaissance ce soir, quand même, c'est assez impressionnant. Tu sais, Sabrina a commencé en posant des questions, puis tu voyais, bien, évidemment, c'est pas tout le monde qui répondait, mais les gens, il y avait beaucoup de personnes qui déjà avaient commencé à s'informer. Bien, tu sais, j'imagine si tu viens aussi ce soir, c'est que déjà, tu as une sorte d'intérêt. Mais vraiment un beau respect, un bel enthousiasme. Les questions, c'est des questions très précises par rapport à, en fait, souvent à partir de ce que tu racontais, qui voulaient en savoir un peu plus, mais tu sais, jamais toujours comme de manière très respectueuse. Malgré le fait qu'il n'existe aucune réserve fédérale autochtone dans Charlevoix,
le territoire régional possède une longue histoire en lien avec diverses Premières Nations. C'est vraiment un territoire qui a été et qui est toujours utilisé par la nation. Il y a vraiment une fréquentation du territoire qui est passée, mais actuelle aussi, qui se vit encore. On parle souvent, évidemment, que c'est un territoire qui a été fréquenté, que différentes nations ont occupé de différentes façons, oui. Des modes d'occupation vraiment différents, les Inuits, les Wendat, qui ont aimé, qui ont pris soin du territoire. Après ça, on parle d'Issipit, qui n'est pas très loin, de Wendake, qui n'est pas très loin. Mais peut-être dire aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de communauté ici qu'il n'y a pas de personnes autochtones parmi nous. Et quand tu n'as pas d'occasion de t'auto-identifier, bien, tu peux, en fait, ton voisin est peut-être, en fait, d'origine autochtone, puis tu le sais pas. Moi, depuis que j'habite ici, en fait, je fais plusieurs rencontres et les gens n'ont pas nécessairement se présenter comme ça sans raison. Fait que rappelons-nous qu'il y en a des Autochtones dans Charlevoix, que c'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas une communauté. Et au-delà de ça, parler de l'histoire coloniale, parler des réalités autochtones, c'est aussi parler de nous et parler de notre histoire, parce que nos histoires sont intimement liées. Fait que, je pense que c'est pas seulement si tu as une communauté à côté qu'il faut que tu t'y intéresses, c'est l'intérêt général. Là. Plusieurs initiatives existent pour se tenir informé sur les réalités autochtones contemporaines et pour entrer en relation avec des membres issus des Premières Nations. Il y a plein d'événements auxquels les gens peuvent participer. Première étape, il y a s'informer, comme je disais à la conférence aujourd'hui, puis d'aller voir des bonnes ressources, idéalement de ressources d'organismes autochtones. Donc, tantôt, j'ai mentionné, il y a déjà l'organisme Mikana qui existe, la Wapikoni Mobile, la Commission de santé et services sociaux, Première Nation Québec-Labrador. Il y en a tellement de ressources maintenant qui se créent, qui sont accessibles. Il faut fouiller un petit peu, mais je veux dire, sont quand même relativement très faciles. Il y a les voix du territoire qu'on a parlé aujourd'hui, que j'ai même pas parlé. Il y a les voix du territoire. Vous pouvez taper ça sur Google, les voix du territoire. Vous allez tomber sur plein de perspectives des nations autochtones qui ont été créées. Puis c'est une panoplie de belles ressources. Sinon, en événement, mettons que quelqu'un veut vraiment dialoguer, comme j'ai suggéré tantôt, bien, il y a Coué à la rencontre des peuples autochtones, que c'est vraiment un incontournable. Ça fait quelques années que ça existe. C'est vraiment des représentants reconnus par leur nation qui sont là. Il y a les 11 nations qui sont présentes sur place. Tu as des spectacles, tu as des kiosques, tu as des ateliers, des conférences qui sont vraiment là pour informer les gens. Donc, il y en a pour tous les goûts là, à cet événement-là. Sinon, autre possibilité, il y a, j'ai oublié d'en parler aujourd'hui, mais les powwows. Les powwows, c'est vraiment comme, dans le fond, plusieurs nations autochtones qui se rassemblent dans une communauté, que ça a lieu à chaque fin de semaine dans une communauté différente. Puis, bien, les Autochtones, oui, ont le droit d'y aller, d'assister. C'est vraiment un moment que, oui, seulement les Autochtones peuvent danser, mais ils peuvent échanger aussi avec les... C'est vraiment un moment propice aux échanges aussi, que ça, c'est vraiment un bon endroit pour ça. Tourisme autochtone Québec, qui offre une panoplie aussi d'hébergements, d'événements, qui recensent déjà tous ces événements-là. Donc, je recommande les gens aussi d'aller s'informer là pour, si des gens veulent aller à la rencontre, c'est une belle plateforme pour ça, là. D'autres événements en lien avec les réalités autochtones actuelles pourraient avoir lieu dans la région de Charlevoix au cours des prochaines années. La prochaine édition du festival Coué à la rencontre des peuples autochtones se tiendra quant à elle du 13 au 15 juin 2025 à la place Jean-Béliveau de Québec. À chaque semaine, TVCO invite des élus, qu'ils soient maires, préfets, députés, pour venir faire le tour de leur dossier. Cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard. Madame Simard, bonjour. Ah, bonjour, Martin. Bienvenue à TVCO. Ça fait plaisir. Parlons tout d'abord de la renaissance de votre centre-ville. Oui, le beau projet Signature MRC. Oui, le projet Signature MRC. Oui, tout à fait. Donnez-nous des détails. Alors, ce beau projet MRC est arrivé par le programme du Fonds Région Ruralité, oui. Phase volet 3. Alors, c'est un gros montant quand même d'1 230 quelques mille qui a été donné à la MRC pour offrir à chacune des municipalités
en discussion, en sondage et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de mieux habiter nos milieux villageois. Alors, toutes les municipalités de la MRC ont un projet pour mieux habiter son milieu villageois. Et comment on va habiter mieux le milieu villageois de Saint-Urbain? Oh, je vous dis qu'il y a tellement d'ouvrages à faire là-dessus. Alors, c'est vraiment un lien, en collaboration avec le Centre de services scolaires, parce qu'on est tellement proche au niveau loisirs, quand on parle de terrain de jeu, tennis et tout. Il y a un réaménagement à faire de ce côté-là, un nouveau bâtiment installé, avec l'école aussi pour un projet d'une rue, pour la sécurité de nos enfants en transport scolaire. Alors, je pense que c'est un très gros projet. Vous êtes obligé de procéder par expropriation. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Moi, c'est pas quelque chose qui est arrivé de grave. C'est que lorsqu'il était question de planifier ce projet-là, avec le centre scolaire, il était important de voir, question sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le milieu. Ce projet-là, c'est un projet pour les 50 prochaines années de la municipalité, en lien avec les loisirs, en lien avec l'école et plein d'activités, des terrains, l'extérieur, les aménagements. Alors, il y a eu des rencontres, ils ont planifié un projet et ce qu'il fallait pour réaliser l'ensemble du projet, c'était vraiment d'exproprier 3 terrains, des parties de 3 terrains. Pour permettre la construction d'une rue sécuritaire. Tout à fait, oui. Et ça, c'est prévu pour quand? Bien, ça, c'est prévu pour 2025. Là, on a commencé, le plan d'aménagement est fait. Il va y avoir des rencontres, bien sûr, avec la population là-dessus pour leur expliquer l'ensemble du projet. Et on y va, bien sûr, par phase. Mais cette année, 2025? Cette année, 2025, on va avoir probablement la démolition du centre des loisirs. Pour une reconstruction d'un nouveau bâtiment. Pour une reconstruction et aussi pour... mais tout ça va dépendre aussi de quand va se réaliser l'expropriation comme telle. Il ne faut pas négliger que si on a... C'est des procédures légales qui vont venir. Oui, c'est des procédures légales qui vont se faire. Au total, c'est un budget c'est un projet qui nécessite combien d'investissements? Oh, sur 3 ans, c'est sûrement autour de 4 millions. Donc, les travaux commencent cette année? Oui, les travaux commencent cette année. Autre chose qui est populaire chez vous, c'est votre fameux quartier des mini-maisons. Ah oui! Vous avez décidé, donc, dans le lotissement, et ça, c'est le lotissement centre-ville, au cœur villageois, avec service, d'offrir du tout compris, je dirais, là, terrain et mini-maison. Oui. Comment? Avec l'entreprise Construction Roserguet, c'est très important parce qu'on a un beau partenariat avec Comment va le projet? Est-ce que vous trouvez preneur? Bien oui. Bien oui, l'entrepreneur trouve preneur. OK. Maintenant, on a une rue que nous devons faire, la municipalité. Il y a aussi d'autres petits détails à rentrer parce que il nous manque une autorisation aussi du ministère de l'Environnement. D'accord. Donc, tout ça devrait se continuer. On a 4 maisons présentement. 3. On va dire 3, là, je ne suis pas certaine de la 4e. Oui. Mais et il y a un projet pour 6 à 8 maisons encore pour l'année 2025 et un bloc appartement aussi. Maintenant, ce qu'on apprend, c'est devenir propriétaire d'une mini-maison sur un mini-terrain à Saint-Urbain. Les prix commencent à 250 000 $. Est-ce qu'on est rendu là, les mini-maisons à 250 000 $? Je pense que les bonnes personnes pour vous répondre seraient le promoteur, l'entrepreneur. Mais c'est le prix du marché maintenant. C'est le prix du marché. C'est pas le prix du terrain qui fait la différence. Je vous dirais qu'on a des terrains qui ne coûtent pas cher pour être capable d'accueillir des mini-maisons à Saint-Urbain et d'avoir des personnes qui vont y vivre. Est-ce qu'on pense que tout le lotissement devrait se remplir cette année? Non, pas tout, mais si on fait 7 à 8, je pense qu'il y a pas loin d'une vingtaine de terrains qui sont disponibles, avec qui on a une entente avec le promoteur. On apprend aujourd'hui que l'Association de protection de la rivière du Gouffre... l'Association de conservation de la rivière du Gouffre, après 45 ans d'existence, menace de cesser ses activités. Et cela va avoir beaucoup d'impact aussi pour les pêcheurs, parce que là, on n'aura plus un gestionnaire des permis sur la rivière, mais des propriétaires privés. Qu'est-ce qui arrive dans ce dossier-là? Tout d'abord, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est inquiet là, de l'avenir de la rivière du Gouffre. Dès l'automne, quand on a sorti les détails de l'année qui vient de se terminer, avec encore des travaux qui ont été nécessaires et puis qui ont coûté plus cher que prévu, avec une baisse importante. Suite aux inondations, il y a des ponts. Suite aux inondations, c'est ça, et l'accès et tout, les accès, quand même importants. Il y a quand même de l'érosion des berges aussi un peu partout, mais il y a quand même une diminution
diminution des jours pêche importante et aussi une diminution du saumon dans la rivière du Gouffre. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que l'association a eu une baisse importante et un manque à gagner pour terminer l'année. Est-ce qu'on sait le montant, le manque à gagner? Je pense que c'est autour de 15 à 20 000 $. Ce qui n'est pas énorme quand même. Oui, c'est quand même important, mais nous avons fait une belle activité de financement pour aider l'entreprise, pour aider l'organisme, et ça a connu un très beau succès. Maintenant, nous en sommes à la phase planification stratégique. Alors? Qui va avoir lieu vendredi prochain. Vendredi? Pas vendredi, c'est prochain. Parfait. Alors donc, là, on est vraiment en mode, on va travailler pour conserver notre rivière du Gouffre, en lien avec l'association, en lien avec pour le personnel, parce qu'il y a du bénévolat, mais oui, le bénévolat a aussi une fin. Mais la rivière du Gouffre, elle est importante. Elle est importante pour l'économie, elle est importante pour nos pays, pour nos vues, nos paysages. Elle fait partie de notre identité aussi. Alors, je pense qu'il y aura un travail à faire, mais on souhaite bien sûr pouvoir conserver la rivière du Gouffre. Donc, on comprend que vous êtes en mode solution. Ah, bien sûr. Il y a une sonnette d'alarme qui a été entendue, mais là, vous êtes en mode solution là-dessus. Ce qui a été annoncé ce matin, je l'ai appris en même temps que vous. Là. Je l'ai appris ce matin aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été annoncé en lien. Puis c'est important de le savoir, qu'est-ce que ça peut représenter pour si l'association tombait, puis qu'il y a des gens qui veulent continuer à aller pêcher, qu'est-ce que ça représente comme problématique, là? Il faudrait demander des permis à chaque propriétaire privé. Oui, tout à fait. Je dis, voyons, ça se peut pas, là. Ça ne peut pas terminer comme ça. Notre rivière est toujours là, même si ça nous a créé des problèmes. Donc, planification stratégique la semaine prochaine là-dessus, puis vraiment, on vous sent engagé là, pour aller vers les solutions. Oui. Ça m'amène à vous poser une question. Là, on parle de la rivière du Gouffre. C'est une responsabilité municipale, la rivière, mais on va également vous parler d'eau potable, qu'il y a des nouveaux règlements. On va vous parler de gestion des eaux usées. Il y a des nouveaux règlements. Puis je ne vous parle pas des pompiers avec les services incendies avec les niveaux. Est-ce qu'une municipalité comme la vôtre a les moyens de faire face à toutes ces réglementations, à faire face à ces obligations réglementaires? Est-ce que c'est possible pour vous de balancer un budget avec tout ce qui s'en vient? Bien, je vous dirais qu'on y va par priorité. Et ce que nous donne comme priorité aussi au niveau gouvernemental, d'ici telle année, il faut que vous atteigniez ça. On y va par budget, bien sûr, mais ce qu'on est capable de payer, de se payer. Mais pour le moment, ça va. Mais je peux pas garantir, puis je ne crois pas que ça sera viable pour longtemps. Alors, je pense que présentement, ce que moi je vois, c'est qu'on s'en va vers une obligation de regroupement de services. Je ne parle pas encore de regroupement de municipalités. Oui. Je pense à regroupement de services, que ce soit administratif, que ce soit au niveau ingénierie, au niveau... Il y a des sécurité publique. Sécurité publique aussi. Il y a des choses qui devront être regroupées, puis moi, j'y crois. J'y crois, il faut. Mais pensez-vous que ça va se faire à court terme? Non. Je pense que si on commence par des regroupements de services, ça va nous démontrer que ces regroupements-là sont nécessaires parce que nous manquons de ressources humaines dans toutes les municipalités. Et ça coûte cher, les ressources humaines. Puis c'est normal. Les employés ont le choix. Ont le choix maintenant d'aller où ils veulent, où ils sont bien accueillis, qu'ils ont de meilleures conditions de travail. Donc, les villes se concurrencent entre elles? Bien sûr. On se vole le personnel. Dans ce climat-là, qui est quand même pas facile, puis avec des mandats de plus en plus lourds, comment se prépare la relève en politique à Saint-Urbain? Avez-vous, jusqu'à présent, il semblerait que c'est l'endroit où on se demande encore qu'est-ce qui va arriver aux prochaines élections? Bien, je pense, moi, ça me rassure, je suis assez rassurée là-dessus, parce que je suis certaine... Avez-vous une relève? Une relève... Identifiée? Bon, moi, ce que je dis, c'est que j'en ai qui sont présentement comme conseillers, conseillères, qui vont se représenter. Je pense, ce que moi, ma conviction, c'est qu'ils vont se représenter. Oui. Alors, pour d'autres, il y en a peut-être 2, 3 postes qui seront peut-être vacants. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par la politique municipale. Est-ce qu'il y a des gens qui se pointent au poste de maire ou mairesse? J'en sais rien. Vous n'en savez rien pour l'instant? Rien, pas du tout. Mais ce que l'on sait, c'est que d'ici aux prochaines élections, vous allez être encore là pour veiller au grain. Oui, je vais terminer en novembre. Claudette Simard, merci beaucoup pour cette entrevue ce matin. Bien, ça m'a fait plaisir. À bientôt.
En ce début d'année 2025, il y a plusieurs dossiers économiques qu'on suit dans notre région de Charlevoix. On reçoit ce matin la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, Mme Annie Simard. Bon matin, Mme Simard. Bonjour. Bonjour à tous les gens qui nous regardent aussi. Je commencerai, Mme Simard, en parlant d'une nouvelle que vous avez annoncée à l'automne dernier avec l'ouverture d'un bureau satellite, si je peux dire, à la Malbaie. Vous avez laissé entendre que vous souhaitiez être plus près de vos membres. Parlez-moi un peu plus. Bien, écoute, moi, j'entre en poste depuis avril, en fait, puis Joanne m'a accompagnée, la directrice générale qui était sortante, m'a accompagnée jusqu'en juillet. Donc, je suis seule à la barre avec mon collègue Dave aussi, qui est nouveau dans l'équipe de la Chambre. Donc, on est 2 personnes nouvelles. Oui. Et quand on est rentré en poste, j'ai eu comme la chance et la malchance, là, je vais le dire comme ça. Il y avait un processus de planification stratégique qui était amorcé déjà par l'ancienne équipe avec le conseil d'administration pour 24-27, si je me trompe. Une période de 3 ans. Une période de 3 ans. Puis, pour toutes sortes de raisons qui incombent à peu près toutes les parties, là, on a dû repousser la sortie en fait, l'atterrissage de cette planification stratégique-là. Oui. Donc, ça l'a repoussé dans mon mandat à moi. Ça fait qu'on vient juste de l'adopter avec le conseil d'administration en novembre dernier. Et c'est une planif qui va être 2025 à 2029. Et de ça a découlé l'ouverture d'un bureau à la Malbaie? Bien, plein de trucs, en fait. Là. Tu sais, là, je veux dire, une planification stratégique, ça amène beaucoup de questionnements sur ce qui se faisait avant. Oui. Puis ça nous demande une capacité d'adaptation puis d'adhésion au changement. Là. Fait que je suis vraiment là-dedans, là, tu sais, là, à regarder quelles sont les activités qui sont prolifiques pour la Chambre, pour les membres aussi. Puis, parce qu'on s'entend que la Chambre de commerce, il faut quand même qu'on trouve du financement là, aussi à travers tout ça. Donc, j'essaye de revoir un petit peu le calendrier. Là, vous avez vu d'ailleurs que le gala Charlevoix reconnaît, on prend une pause pour cette année. Bien, parlons-en du gala Charlevoix reconnaît. Il y avait des rumeurs déjà qui circulaient dans la population, à savoir que le gala n'allait pas être reconduit cette année. C'était quoi les raisons derrière ça? Et est-ce que ces rumeurs-là s'avèrent vraies? Bien, en fait, oui, ça s'avère vrai. Là. Je peux vous confirmer ici à TVCO que c'est effectivement le cas. D'ailleurs, on l'annonce dans notre infolette là, qui apparaît aujourd'hui, qu'on prend une pause pour cette année. Okay. Bien, en fait, c'est une question de gestion. OK? Je vous explique. C'est quand même un événement d'envergure qui était hors norme. Là. Plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là. Plusieurs dizaines de milliers de dollars à trouver et plusieurs dizaines de milliers de dollars aussi à dépenser. Okay. Fait que je vais le nommer comme ça, là, mais il n'en restait pas tant pour tout l'effort de 4 personnes à temps plein pendant 6 mois qui étaient déployées par l'équipe de la Chambre là, qui était en place. Fait que c'est une décision vraiment de gestion du conseil d'administration et de l'équipe qui fait qu'on va mettre nos énergies pour cette fois-ci, pour la première année de mon mandat, là, on va mettre l'énergie à restructurer les choses puis à trouver des moyens de nos ambitions. Est-ce qu'on en est déjà à avoir ciblé des améliorations potentielles? Qu'est-ce qui était critiqué et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bien, tu as parlé de l'ouverture du bureau à la Malbaie, entre autres, dans le territoire de Charlevoix-Est. Ça fait partie des priorités aussi, c'est de développer le membership, les avantages aux membres aussi, oui. Puis des avantages tangibles. Moi, ce que j'aimerais, c'est que d'être membre de la Chambre de commerce, pour une entreprise, ça rapporte des bénéfices. Pas juste en argent, là, mais soit en formation, en capacité de gérer mieux ton entreprise, en contact avec des entreprises de la région et en dehors de la région pour faire des affaires. Mais je reviens sur le gala Charlevoix. Est-ce qu'il y avait des critiques qui avaient été soulevées par rapport à l'organisation, au coût pour la participation? Bien, écoute, moi, j'étais pas là. OK. Fait que je peux pas te dire... je peux juste te dire ce que moi, j'ai senti
en participant au gala, mais en même temps, c'est pas une question de perception, là. Je veux dire, mais je sais que dans la consultation qu'ils ont fait pour arriver à la planification stratégique, plusieurs personnes nous avaient nommé que c'était énergivore, premièrement, pour l'équipe, que ça ne rapportait pas tant de sous que ça à la Chambre pour les efforts déployés, puis que c'était devenu très, très, très gros. Peut-être qu'il y avait de l'écrémage un petit peu à faire, là. Tu sais, long aussi dans le temps, beaucoup de prix. J'ai entendu aussi que c'était toujours les mêmes qui gagnaient, que remplir sa candidature, c'était quand même relativement lourd aussi, là. Ça fait que, tu sais, c'était à revamper. Donc, possiblement, on reviendra en 2026 avec une édition renouvelée, repensée. Écoute, on verra. Moi, j'ai pas de boule de cristal là, pour l'instant. Là, je suis, tu sais, tout est sur la table. Là. Je dois te dire que je suis plus dans une période de restructuration que de création de nouveaux trucs. Autre sujet à aborder ce matin, la Chouenne. Oui. Le système qui favorise l'achat local dans Charlevoix avec la monnaie qui se nomme la Chouenne. Je vais faire une petite mise en contexte. Cet argent-là est né en novembre 2021 et lors de sa première année d'utilisation, 445 000 chouennes avaient circulé dans la région. Après 2 ans, donc entre novembre 2021 et entre novembre 2023, on évaluait à environ 750 000 chouennes qui avaient circulé dans les 2 MRC de Charlevoix, qui sont de chiffres acceptables. On pourrait même les dire des chiffres favorables. Là. Oui, puis on a même gagné des prix avec ça. C'était une belle réussite. J'ai eu l'impression, personnellement, peut-être que c'est uniquement basé sur mon expérience personnelle, mais qu'on en a moins entendu parler dans l'espace public en 2024. Qu'est-ce qui advient de la Chouenne en ce début d'année 2025? Bien, je te ramène à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu sais, c'est sûr que la planification stratégique amène des changements. L'achat local est toujours à l'avant-plan pour la Chambre de commerce, puis ça rentre vraiment dans notre... une de nos orientations, en fait, à suivre pour les prochaines années. Est-ce que vous faites un suivi, justement, du nombre de commerçants qui adhèrent à la Chouenne, du nombre de commerçants qui se retirent? Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse? On doit réimprimer de l'argent ou à l'inverse? Je te dirais qu'avec les 2 personnes nouvelles qu'on est dans la petite équipe, avec le départ d'Alexandre, entre autres, qui connaissait la Chouenne sur le bout de ses doigts, avec l'agente aussi qui faisait la promotion de la Chouenne un petit peu partout, qui était à temps plein employée de la Chambre. Avec le départ de tous ces gens-là, c'est clair que la Chouenne manque un petit peu d'amour. Je vais le nommer comme ça. Mais n'empêche qu'on a toujours une vingtaine de mille chouennes en transaction à tous les mois. Et on en a pas loin de 900 000 en circulation présentement. Fait que, qui ont été en circulation, je veux dire, depuis le début. Là, tu disais 750, bien là, on est peut-être rendu à pas loin de 900 000, là, ce que j'ai vu hier. Est-ce qu'on pense réimprimer des chouennes papier? Non, j'en ai. Des chouennes papier, si vous en voulez, on en a encore, parce que c'est beaucoup plus le numérique qui fonctionne. Tu sais, c'est plus simple encore que du papier, là. Mais bien que ça soit pas compliqué ni un ni l'autre, là, mais c'est ça, on est à se questionner, là. Tu sais, est-ce toujours... de circonstances aussi, parce que la Chouenne, tu as parlé de 2021, on s'entend qu'on était en pleine relance économique à cause de la pandémie. Est-ce toujours d'actualité? C'est un très bon outil pour favoriser l'achat local, mais est-ce l'outil qui est encore de circonstance à ce moment-ci de la vie? On se pose des réflexions, comme tout. Tout. Prise de position publique. En faisant des recherches sur votre site Web, on trouve un onglet qui se nomme « Prise de position publique ». La dernière remonte donc à mars 2024. La Chambre de commerce avait émis un communiqué sur le budget provincial du Québec qui avait été publié aux contribuables. Donc, on comprend donc que c'est avec la dernière direction qui était avant vous, cette prise de position publique-là.
Cependant, on vous voit quand même dans des événements publics depuis les derniers mois. Oui. Est-ce que vous prenez toujours on position? a quand même 2 ou 3 communiqués d'envoyés depuis le début de mon mandat, si c'est pas 4. OK. On en a envoyé un, entre autres, avant les fêtes, puis sur le 25 là, la menace d'augmenter les taxes de 25 de notre futur président. Donald Trump aux États-Unis. Exactement. Fait que, tu sais, c'est plus peut-être qui n'ont pas été mis sur le site, là, j'en suis désolée. Mais vous avez pris, d'ailleurs, on va en parler. Tout à fait. Puis ça fait partie aussi du cœur de la planification stratégique puis des orientations. Tu sais, la défense de nos entreprises, puis de leurs droits, de leurs privilèges, de leurs avantages, bien, ça fait partie vraiment du cœur de la Chambre aussi. Je terminerai en parlant de vos événements à venir à la Chambre des commerces de Charlevoix. Vous avez une conférence organisée à la fin janvier. Parlez-moi un peu plus. Bien, on a en fait une formation avec Service Québec et Direction PME, là, qui est un comité, en fait, des maisons d'enseignement, entre autres, là, pour une formation qui s'adresse aux entreprises sur la productivité. OK. C'est une demi-journée. Ça se passe à l'hôtel Baie-Saint-Paul, ici, à Baie-Saint-Paul. Fort probablement, je dis ça pour pas que les gens de l'Est pensent qu'on les laisse tomber. On ne les laisse pas tomber. Ne venez pas à la formation à Baie-Saint-Paul. Il y aura peut-être quelque chose dans l'Est. Il va y avoir quelque chose dans l'Est. Okay. Fait que, tu sais, prenez pas votre voiture pour vous déplacer ici. Là. On va y aller. On va y aller éventuellement. Puis, cette formation-là, ce qui est intéressant, c'est que si tu as une entreprise, par exemple, bien, c'est vraiment, ça va te donner des trucs pour être plus productif dans ton entreprise, plus efficace. Et par la suite, quand tu as suivi la formation, si tu décides de te faire accompagner plus spécifiquement dans ton entreprise, puis je dis n'importe quoi, là, mais mettons que ça coûte 10 000 te faire accompagner pour voir dans ton entreprise comment optimiser les processus, oui. Bien, tu as une subvention de 75 Okay. de Service Québec qui est allié à ça pour t'aider dans ton entreprise. Fait que 75 ça se voit jamais, je vous le dis, là. Ça veut dire que ça te coûte 2 500 $ en fait pour un 10 000 d'accompagnement puis d'investissement qui peut te rapporter parce que tu vas être plus productif dans ton entreprise. Fait que c'est quelque chose de très concret. J'invite les entreprises, même celles qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, je pense qu'on a tout le temps besoin d'augmenter notre productivité puis d'avoir un regard externe aussi. Merci beaucoup, Annie, d'avoir fait le tour de ces différents dossiers chauds ce matin avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle continuité. À bientôt!